Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com. Notre invité aujourd'hui, Étienne Chouard, pour cette revue de presse interactive. Étienne, bonjour. Bonjour. Tu es avec Alexandre qui est là aussi pour introduire cette émission. Alexandre, bonjour. Bonjour Lisandre, je suis ravi qu'on recevait Étienne Chouard aujourd'hui. Il nous a dit qu'il était de passage sur Paris. Oui. Et voilà, cette émission s'est organisée en à peine quelques jours. Ça faisait déjà quelques mois qu'on en parlait. Étienne Chouard, tu es déjà intervenu de nombreuses fois sur la radio, notamment en compagnie d'André Jacolbec, la dernière fois. Et je vais te demander, pour ceux qui ne te connaissent pas tout de même, de te présenter en quelques mots. Écoutez, j'étais comme tout le monde un citoyen passif en 2005, c'est-à-dire que je ne faisais pratiquement pas de politique comme tout le monde. Et puis, à l'occasion du débat sur le traité anticonstitutionnel européen, c'est-à-dire ce traité qui était fait pour détruire nos constitutions nationales et qui a parfaitement fonctionné suivant les plans des oligarques, je me suis réveillé, en lisant ce texte, je me suis aperçu de ce que je considérais comme un danger important. Et j'ai écrit un texte j'ai passé quelques centaines d'heures à rédiger ça pour faire le point sur les arguments contre le projet. Et il se trouve que ce texte a beaucoup circulé sur le net de façon extraordinaire. Et là, j'ai reçu, alors les journaux s'en sont emparés, les télés, les radios, et tous ces journalistes sont passés à la maison pour voir de quoi il s'agissait. Et ça m'a mis une pression positive et négative. Positive de la part de ceux que ça intéressait et qui se servaient de mes arguments pour résister au projet de l'Union européenne. Et puis négative parce qu'il y a des gens qui ne m'aimaient pas du tout et qui me traitaient d'imposteur, de fumiste, de bon à rien. Et avec qui j'ai passé beaucoup de temps pour démontrer qu'il se trompait. Et donc cette double pression a fait de moi un citoyen actif. Donc depuis, donc il y a eu le référendum le 29 mai 2005, et j'aurais pu m'arrêter, et puis la pression en fait continuait. Et puis j'avais envie de proposer quelque chose après avoir critiqué un système et un projet de domination. Parce que c'est comme ça que l'analyse maintenant, c'est clairement ça. Et puis l'actualité de la crise financière montre que c'était bien ça le projet. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera de monnaie probablement. J'avais envie de proposer quelque chose, c'est-à-dire que j'essayais de comprendre pourquoi c'était arrivé et qu'est-ce qu'on pouvait faire à la place, comment est-ce qu'on pouvait sortir du piège et proposer autre chose. Donc depuis 6 ans maintenant, je réfléchis à ce que devrait être une bonne constitution. Donc j'ai créé des outils interactifs sur mon site, parce qu'à l'époque le site n'était pas interactif. Je demandais aux gens de m'écrire pour me signaler où je me trompais, où est-ce qu'ils me suggéraient des améliorations. Et c'est par l'échange de mails et la publication de pages en réponse collective aux mails, parce que j'ai reçu quelque chose comme 12 000 mails en 2 mois, donc c'est inhumain. Je ne pouvais pas répondre à tous ces gens-là, je n'ai même pas pu les lire tous. Et pour leur répondre, je publiais sur le site, mais ce n'était pas vraiment interactif, il n'y avait pas un blog à l'époque, ni blog ni forum. Et c'est juste après que j'ai créé un blog, un forum, un wiki, pour discuter de façon précise, méthodique, rationnelle, article par article, principe par principe, de ce qui institutionnellement nous protégerait durablement contre les abus de pouvoir. Étienne, c'est intéressant parce que on va aujourd'hui finalement, tu disais j'étais un simple citoyen en 2005, passif. Et finalement aujourd'hui on va parler du rôle du citoyen, du rôle actif, du rôle des politiques, de leur place et surtout de leur légitimité dans notre société actuelle. On va aussi mettre en avant des conférences que tu as données. Des auditeurs s'y retrouveront, d'autres vont découvrir
Ça va être une émission passionnante qui va se décomposer en deux parties. Oui, elle va être passionnante. La première partie, donc, où tu seras en entretien avec Lisandre qui anime cette émission. Et puis pour la deuxième partie, je rassure nos auditeurs, ils pourront intervenir et poser toutes leurs questions, qu'ils n'hésitent surtout pas. Mais au début, d'abord, on va se poser, on va essayer de comprendre. Donc je vais, moi, laisser la parole à Lisandre qui va mener cette interview. Et je précise que cette émission, lorsqu'ils en ont pris connaissance, ils ont vraiment voulu être de la partie, est organisée en partenariat avec le magazine Nexus, qui apprécie beaucoup tes propos. Magazine Nexus, sur antenne de radio ici et maintenant. Je vous rappelle d'ailleurs que sur internet, c'est le www.nexus.fr. Sur ce, je m'éclipse et je vais écouter cette émission menée par Lisandre. Merci à toi Alexandre, et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Étienne Chouard, il y a un mot qui, selon vous, nous a été volé à nous citoyens, c'est le mot de démocratie. Et la démocratie telle qu'on l'entend actuellement de manière générale, ce n'est pas du tout ce qu'est vraiment la démocratie, et c'est même au contraire, l'inverse exact, l'opposé total de ce qu'est vraiment la démocratie. Alors sur ce mot de démocratie, pour commencer. Alors, on peut donner tout le monde entier se raccroche au mot démocratie. Tous les peuples du monde, même analphabètes, se raccrochent très vite au mot démocratie, puisque démos kratos, c'est-à-dire que le pouvoir nous appartient à nous tous, le peuple, c'est une idée qui séduit très vite, qui donne très vite l'espoir d'une libération, d'une émancipation, d'une protection contre les injustices. Et en fait, le mot démocratie a une force révolutionnaire en lui-même et qui continue aujourd'hui à travailler les sociétés à travers le monde entier. Et les citoyens, je crois, enfin les citoyens ou les humains, s'en réfèrent plus qu'à la culture et à l'histoire, s'en réfèrent à la racine étymologique du mot démos, kratos, le pouvoir du peuple. C'est simple, c'est facile à comprendre, c'est facile à assimiler, et c'est facile ensuite d'imaginer une société bâtie sur ce principe fondateur. Donc démos kratos, le pouvoir du peuple, c'est-à-dire que dans une démocratie digne de ce nom, et c'est pas un détail de dire digne de ce nom, parce qu'il y a des fausses démocraties bien sûr partout sur Terre, mais dans une démocratie digne de ce nom, c'est le peuple qui exerce le pouvoir. Alors si on rajoute, et on n'est pas obligé, mais si on rajoute directement ou indirectement, déjà on cède du terrain. C'est-à-dire que quand on dit indirectement, on admet l'idée que le peuple puisse exercer le pouvoir à travers des représentants qui vont en fait, eux, exercer le pouvoir. Et déjà, on a cédé beaucoup de terrain. En fait, dans l'histoire des hommes, on a peu d'expériences de démocratie réelle, de démocratie digne de ce nom. Il y en a une qu'on connaît bien quand on étudie l'histoire, mais qu'on étudie mal à l'école, qui est la démocratie d'Athènes, il y a 2500 ans. Les Athéniens, donc en Grèce, ont connu la démocratie, ont mis en place une démocratie il y a 2500 ans, qui a fonctionné pendant 200 ans. Donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, puis au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et pendant 200 ans, les Athéniens n'élisaient pas, bien sûr, leurs représentants, ils les tiraient au sort pour leur donner peu de pouvoir, de façon à garder, eux, le pouvoir. Alors, c'est là-dessus que je développerai tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est que on a des exemples de démocratie qui ont existé, qu'on va peut-être détailler, qu'on va critiquer, on va voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ce qui peut nous servir aujourd'hui et ce qui n'est pas transposable et pas souhaitable. On va distinguer, on va discriminer, on va faire preuve de discernement pour voir ce qui nous intéresse et ce qui ne nous intéresse pas. Mais le modèle athénien est probablement le seul à notre disposition comme laboratoire de démocratie réelle complète. En tout cas, à une échelle suffisamment grande pour que ce puisse être transposable dans nos communes, dans nos sociétés nombreuses. Alors, il y a des tas d'objections qui sont faites et qu'il faudra traiter les unes après les autres. Mais nos régimes, les régimes actuels, les régimes appelés
fallacieusement ou fautivement, selon que ce soit volontaire ou pas, démocratie, n'en sont pas, ne sont pas des démocraties. Je peux vous donner une citation importante à connaître, à faire connaître, que vous pourriez mettre dans votre chambre. Oui, dans votre chambre ou dans votre salon. C'est un endroit où tous les jours, ça vous rappellera une chose importante, c'est que dès le départ, il y a 200 ans, fin du 18e, Révolution française, 1789, les peuples se révoltent, agités par les riches de l'époque, les bourgeois de l'époque, les marchands et les banquiers. Le peuple agité par les riches de l'époque se soulève contre leurs maîtres de l'époque, qui étaient les princes, les nobles, le clergé, et abattent les pouvoirs de l'Ancien Régime. Et donc commence une période en 1789, une période formidable, constituante, pendant laquelle les humains, et les débats constituants de l'époque sont littéralement passionnants, les humains cherchent à se protéger durablement contre la tyrannie. Donc ils cassent leur chaîne et ils fabriquent un nouveau régime. Et il est important de savoir dans quel état d'esprit ceux qui ont finalement gagné, puisqu'il y avait quand même plusieurs clans, plusieurs camps, plusieurs thèses, plusieurs projets. Et après Thermidor, qui est la chute de Robespierre et qui est finalement la chute de la Révolution et le début de la contre-révolution, puisque finalement les contre-révolutionnaires, les Thermidoriens ont gagné. Dès avant Thermidor, dès avant la fin et la mise à mort de la Révolution, les penseurs qui allaient gagner Thermidor, comme Sieyès, l'abbé Sieyès, qui était vraiment un père fondateur de nos régimes, un grand penseur qui avait écrit Qu'est-ce que le tiers-État, un texte important, passionnant, qui a levé les foules contre les ordres anciens. Et l'abbé Sieyès faisait partie donc des grands penseurs qui ont imaginé nos régimes. Ça, c'était en France, et pendant ce temps, aux États-Unis, il y avait une autre révolution du même tonneau qui avait lieu, avec là aussi des penseurs qui s'appelaient les pères fondateurs des États-Unis. Et des deux côtés de l'Atlantique, il est important de se souvenir que des deux côtés de l'Atlantique, les penseurs de nos régimes actuels ne voulaient pas du tout de la démocratie. Ils savaient ce qu'était la démocratie, ils connaissaient très bien Athènes, ils connaissaient Athènes et ses institutions, et ils n'en voulaient pas. Alors je vais vous citer, c'est pas long, un fragment de discours de Sieyès en 1789, parce que vous allez voir, on ne peut pas faire plus clair pour montrer que c'est au moins une erreur de notre part d'appeler nos régimes actuels une démocratie, et c'est une tromperie de la part des parlementaires d'appeler nos régimes une démocratie. Alors la citation de Sieyès, l'abbé Sieyès en 1789 est celle-ci, ouvrez les guillemets. Les citoyens qui se nomment des représentants, c'est-à-dire qui se nomment à eux-mêmes, qui se donnent des représentants, renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Point virgule. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. C'est texto, je ne change pas un mot, une virgule des phrases de Sieyès. Point. Si les citoyens dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif. Ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dit Sieyès en 1789, dans un pays qui n'est pas une démocratie, ouvrez la parenthèse, et la France ne saurait l'être, fermez la parenthèse, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Alors, on ne peut pas faire plus clair. Le régime que met en place Sieyès et ses proches, en tout cas le régime que voulait mettre en place Sieyès, et qui n'était pas le même que celui que voulait mettre en place Robespierre, mais bon, c'est Sieyès qui a gagné. Le régime que voulait mettre en place Sieyès, c'était un régime politique dans lequel le peuple est juste bon à désigner ses maîtres politiques, qui vont ensuite, pendant 5 ans, tout décider à sa place,
je dis bien, et je n'exagère pas, on y est aujourd'hui, on n'est pas dans une situation différente, il n'y a pas besoin de forcer le trait, de caricaturer, de mentir, d'exagérer. Nous sommes dans cette situation-là encore exactement aujourd'hui. Nous désignons tous les 5 ans des maîtres politiques parmi des gens que nous n'avons pas choisis, et pendant 5 ans, ces gens-là décident tout à notre place. Absolument tout à notre place. Et si on n'est pas content, c'est pareil. Nous n'avons aucun moyen de nous révolter, aucun moyen de résister, aucun moyen de les révoquer entre 2 élections. C'est donc un système qui n'est pas une démocratie représentative, qui n'est pas une démocratie parlementaire, ça n'est pas une démocratie aménagée. Nos régimes sont le contraire de la démocratie. Ils sont une anti-démocratie. Et ça ne s'est pas appelé démocratie tout de suite. Donc, comme je vous dis, quand ils en parlaient entre eux, ils savaient très bien que ça n'était pas une démocratie et ils refusaient ce mot-là. D'ailleurs, à l'époque, le mot démocratie était péjoratif. Donc, quand on se traitait de démocrate, c'était pas gentil. L'image de la démocratie n'était pas bonne à l'époque. Et c'est assez vite, mais plus tard, début du 19e, que les penseurs politiques, les acteurs politiques se sont mis à parler de démocratie en parlant de ce qui devrait normalement s'appeler le gouvernement représentatif. Le nom de nos régimes, ça n'est pas du tout une démocratie. Le nom de nos régimes, c'est gouvernement représentatif. Et on pourrait, si on était honnête, dire le gouvernement prétendument représentatif, puisqu'il ne nous représente en fait pas du tout. Donc, première remarque, il me semble que ce serait judicieux de la part des citoyens de faire la grève du mot démocratie, de refuser maintenant systématiquement de parler même de démocratie parlementaire ou démocratie représentative, parce que c'est une escroquerie intellectuelle, une escroquerie politique. Nos régimes ne sont pas une démocratie. Nos régimes ont quelques traits communs avec la démocratie, comme le droit de parole. Oui, le droit de parole, c'est certain. L'égalité politique pour choisir nos maîtres. Bon, l'égalité politique, donc le début de la phrase, l'égalité politique, c'est vrai que c'est un point commun avec la démocratie, mais pour choisir nos maîtres, c'est le contraire de la démocratie. Les Athéniens étaient égaux politiquement, mais pour voter la loi. Et ils votaient la loi eux-mêmes. Et le suffrage universel dans une démocratie digne de ce nom, c'est le suffrage universel, loi par loi, des citoyens qui votent eux-mêmes leur loi. Voilà un vrai suffrage universel. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle suffrage universel, il faut mettre des guillemets, et nous devrions faire la grève du mot suffrage universel aussi, enfin du faux. Le suffrage universel qui nous est imposé en guise de rouage démocratique majeur, est précisément le rouage qui nous prive de la démocratie. C'est-à-dire que nous défendons sottement, nous autres citoyens, dressés comme des robots depuis l'enfance, à qui on répète élection égale démocratie, démocratie égale élection. Et à force de le répéter, l'enfant associe, et l'enfant devenu adulte associe démocratie et élection, mais c'est le résultat d'un dressage intellectuel. Et il faut une autonomie intellectuelle, il faut une liberté de penser, il faut une certaine forme de courage pour affronter la doxa, affronter la pensée dominante en disant « Mais attendez, le roi est nu, nous n'avons pas le pouvoir dont les parlementaires prétendent respecter ou représenter une partie. Nous n'avons pas du tout ce pouvoir-là. » Donc le faux suffrage universel devrait lui aussi faire l'objet d'une grève. Faisons la grève, on arrête d'appeler ça le suffrage universel, on désigne nos maîtres. Faut qu'on trouve un mot pour dire la désignation de nos maîtres, mais ça soulèverait un peu plus probablement la protestation, l'indignation, la révolte des citoyens concernés. En fait, identifier un problème, c'est l'avoir à moitié réglé. La plupart des citoyens n'ont pas encore identifié le problème puisqu'ils défendent eux-mêmes le rouage juridique, donc l'élection de maître. Ils défendent l'élection de maître politique comme si c'était, parce que ça s'appelle suffrage universel, pour cette simple raison que ça s'appelle suffrage universel, alors que
peu importe que ça en soit pas un, on dirait. Ils défendent ce régime comme si c'était la source de leur liberté, alors que c'est la source de leur impuissance politique. Donc, ce que je me propose de faire avec vous, c'est tout à l'heure, au fil de vos questions peut-être, c'est de détailler ce qu'était la démocratie athénienne pour que vous compreniez, c'est pas l'écart, c'est pas le fossé, c'est le grand canyon qui existe entre une démocratie digne de ce nom et nos régimes actuels, que vous compreniez comment les Athéniens avaient peur du tirage au sort et des oligarques comme nous en avons peur aujourd'hui. Et en fait, je voudrais dissiper les malentendus parce qu'en fait, il y a beaucoup de ces craintes qui sont simplement la peur de l'inconnu. Mais en y réfléchissant, on s'aperçoit que le tirage au sort des représentants et l'exercice du pouvoir par le peuple lui-même n'est absolument pas une utopie. Il faut réfléchir, étudier un peu l'histoire et en parler entre nous et arrêter de laisser les parlementaires traiter le sujet. Les parlementaires ont un intérêt personnel à ce que la démocratie ne voit pas le jour, parce que c'est sûr que si nous exerçons nous-mêmes le pouvoir, les parlementaires sont au chômage. Alors, justement, on va entrer dans le vif du sujet avec cette démocratie athénienne. Donc, on pourrait dire, tu dis démocratie digne de ce nom, une vraie démocratie. Comment ça fonctionnait à Athènes à l'époque et qu'est-ce qu'une vraie démocratie finalement? Alors, c'est ce dont je vais vous parler, je le découvre dans des livres que je vous invite à lire, qui sont un bonheur, une fontaine d'intelligence et d'expériences passées qui nous changeraient le présent si nous savions nous en emparer, si nous arrêtions de les oublier. Le premier livre que je vous invite à lire s'appelle Principe du gouvernement représentatif. Je ne sais pas à qui il faut le montrer. Voilà. Principe du gouvernement représentatif de Bernard Manin. Chez Flammarion, c'est un petit bouquin de poche, donc c'est pas cher. C'est un titre qui est pas attrayant. Principe du gouvernement représentatif, si vous voyez ça sur un rayon, peut-être pas le premier livre que vous prendrez en ne jugeant qu'au titre. Et pourtant, je vous promets que c'est un des livres les plus importants de ma bibliothèque. C'est un livre qui va, dès les premières lignes, les démocraties contemporaines sont issues d'une forme de gouvernement que ses fondateurs opposaient à la démocratie. C'est les premières lignes de Bernard Manin. Donc, dès les premières lignes, vous êtes dans le vif du sujet. Chaque paragraphe, chaque phrase est passionnante. C'est un bijou, ce bouquin, qui est fait par un prof de fac, qui est prof à Paris et à New York, et qui voulait faire le point, qui était surpris qu'on ne parle plus du tirage au sort, lui qui avait appris son existence pendant ses études, et qui trouvait injuste que le tirage au sort ait disparu du débat public, et qui voulait faire donc une espèce de bilan très équilibré à la Tocqueville entre élection et tirage au sort, qui sont deux techniques de désignation et d'attribution du pouvoir, de désignation de représentants. Et en fait, on n'a tellement pas l'habitude d'entendre parler du tirage au sort que de lire un bilan équilibré, honnête entre tirage au sort et élection, on le lit comme un plaidoyer pour le tirage au sort, parce que c'est enthousiasmant, on sent bien que c'est une très bonne idée. Donc ce premier livre est important et il vous en fera lire bien d'autres. Parmi ceux qu'il vous fera lire, il y a un deuxième livre auquel Bernard Manin se réfère souvent et qui est merveilleux à lire, qui s'appelle La démocratie athénienne à l'époque de Démosthène, de Hansen, un Danois, et qui explique, donc c'est un bouquin un peu plus gros, plus gros, mais c'est écrit, c'est aéré, et ça se lit, c'est très très facile à lire. Et c'est la vie quotidienne des Athéniens. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement c'est un historien, spécialiste du sujet, qui a consacré sa vie au sujet, et qui a écrit une œuvre sur la démocratie athénienne à l'époque de Démosthène, en plusieurs volumes pour les spécialistes, et il en a fait un condensé pour nous, en un volume. Et il y a 1000 idées, 1000 astuces, 1000 détails qui nous rendent la démocratie, la vraie, vivante. Et
je pense que les citoyens actifs, ceux qui sont en train de se réveiller, gagneraient énormément à pas forcément lire complètement ces bouquins. En fait, moi, j'ai pas terminé et je me dépêche de pas terminer parce que j'y suis bien, j'y reviens, j'y retourne, je les crayonne, je les annote, je travaille dedans, et si vous voulez, j'ai pas envie de finir. Il va me suivre, ces bouquins-là vont me suivre toute ma vie. C'est un état d'esprit, c'est vraiment des bons bouquins pour découvrir un monde qui a existé et que nous souhaitons confusément. C'est-à-dire qu'on se dit démocratie, ce serait bien que nous puissions gérer nous-mêmes nos affaires en évitant les abus de pouvoir, en évitant les oligarques. Oligarchie, ça veut dire archi, ça veut dire pouvoir, et oligarchie, c'est plusieurs. Et en fait, l'oligarchie, c'est le pouvoir d'un petit nombre dans son intérêt et contre l'intérêt général. Et nous y sommes là aujourd'hui, nous sommes en oligarchie. Donc c'est un mot important que les citoyens devraient se réapproprier, le mot oligarchie, parce que ça permet de donner un nom à notre impuissance politique. Notre impuissance, l'incapacité dans laquelle nous sommes de résister aux banquiers, aux industriels, aux banquiers qui nous gouvernent ou qui dominent les élus qui nous gouvernent. Cette impuissance, elle porte un nom, c'est une oligarchie, et cette impuissance, elle est programmée quelque part dans un texte dont nous nous désintéressons sottement, qui s'appelle la Constitution. Les Athéniens et puis les humains, depuis, ont bien identifié le droit, et plus précisément le droit du droit, c'est-à-dire un droit qui est au-dessus, un droit supérieur, et qui tient en respect les producteurs du droit, les législateurs, les exécutifs, les policiers, les juges. Ce droit supérieur qui s'appelle la Constitution est un texte qui sert à nous protéger des abus de pouvoir. Et nous laissons, bêtement, écrire la Constitution par ceux-là même qui devraient la craindre, par les parlementaires, les ministres, les juges, les hommes de parti. Mais on ne peut pas faire plus bête. Mais c'est nous qui sommes bêtes. C'est nous qui, par paresse, par inculture, par indifférence, par un excès de confiance, nous laissons écrire la Constitution par des gens qui devraient la redouter et qui donc écrivent de mauvaises constitutions, des constitutions dans lesquelles il n'y a pas les contre-pouvoirs et les contrôles qu'il devrait y avoir. Alors, pour savoir ce qu'il faudrait mettre dans une constitution de type démocratique, l'exemple d'Athènes est passionnant. Donc dans ces livres dont je vous ai parlé, on découvre que les Athéniens avaient, avant d'instituer leur régime démocratique, avaient vécu des centaines d'années de tyrannie. Et ils s'étaient aperçus, après des siècles, ça saute aux yeux, que à chaque fois qu'ils confiaient le pouvoir à quelqu'un, ce quelqu'un pouvait avoir été séduisant dans les premiers temps, vertueux même dans les premiers temps, mais que le pouvoir les transformait, ces acteurs, et les transformait toujours en mal. Et de façon si répétitive que, puis on sait bien qu'aujourd'hui encore, on sait bien, et puis on a 1000 exemples pour le constater et pour corroborer cette affirmation, le pouvoir corrompt, et il y faut un peu de temps, mais si quelqu'un exerce le pouvoir, quel qu'il soit pratiquement sans exception, et les exceptions ne transforment pas la règle en son contraire, bon, il peut y avoir des exceptions sans que ça vide la règle de son sens, le pouvoir, après un certain temps, transforme les gens en mal. Alors, constatant ça, les Athéniens, et c'est le point de départ, il faut comprendre que c'est le point de départ de l'idée démocratique, du projet démocratique, et que nous avons le même problème. Donc nous pourrions, à partir du même constat que le pouvoir corrompt, nous pourrions nous aussi bâtir un régime qui sert à nous protéger de ça. Alors qu'est-ce qu'avaient constaté? Donc, ils avaient constaté que le pouvoir corrompt, que leur problème c'était le professionnalisme politique, et donc le projet démocratique, c'était l'amateurisme politique. Ils en avaient marre, les Athéniens, de cette
comme loi physique qui faisait que les gens qui ont le pouvoir se transforment et deviennent mauvais. Ils ont dit, puisque c'est comme ça, on va donner le pouvoir peu de temps à des gens pour que ça tourne souvent, pour que ce n'ait pas le temps de les corrompre. Et donc, ils tenaient à l'amateurisme politique et donc à la non-professionnalisation de la politique et à l'institution qui va avec, ou l'objectif qui va avec, qui est la rotation des charges. En faisant tourner les charges, la rotation des charges, c'est le fait de ne pas donner le pouvoir longtemps à la même personne. Grâce à la rotation, ils obtenaient l'amateurisme politique, et grâce à l'amateurisme, ils obtenaient la rotation des charges. Ce sont des choses qui vont ensemble. Donc c'était des mandats courts et non renouvelables. Vous avez sûrement dû, dans votre conversation, les conversations que vous avez avec vos amis en politique, vous avez sûrement dû parler récemment, ça revient souvent, des mandats courts, des mandats non renouvelables, du non-cumul des mandats, de ces cumuls des mandats qui sont une plaie. Les Athéniens savaient ça déjà. Mais simplement, ils avaient tiré les conséquences de cette observation en voyant que, effectivement, le cumul des mandats, le renouvellement des mandats, la professionnalisation de la politique était une plaie. Eh bien, ils ont fixé comme objectif à leur régime, c'est-à-dire objectif à la démocratie, ils ont fixé l'amateurisme politique. Ils ne seront pas compétents, eh bien c'est tant mieux, c'est justement ce qu'on veut. On veut justement qu'ils ne deviennent pas des professionnels de la politique, disaient les Athéniens. Leur objectif central, il faudrait que je fasse un dessin, leur objectif central c'était l'égalité politique. Alors attention, parce que ce n'était pas du tout un égalitarisme étroit et idiot qui prétendrait que les citoyens étaient les mêmes, interchangeables. Les Athéniens disaient pas du tout des bêtises comme ça. Les Athéniens savaient très bien qu'ils étaient inégaux économiquement, ils savaient très bien qu'ils étaient inégaux socialement, ils savaient très bien qu'ils étaient inégaux en intelligence, ou en force, ou en richesse. Ils savaient très bien ça, mais ce n'est pas de cette égalité qu'ils parlaient. Les Athéniens avaient mis au centre et comme objectif principal de la démocratie une égalité politique. Un homme, une voix à l'Assemblée, loi par loi. Et j'ai bien dit loi par loi, c'est-à-dire que les Athéniens votaient eux-mêmes leurs lois. Donc égalité politique, c'est un homme, une voix à l'Assemblée populaire dans laquelle on écrit les lois. C'est pas un homme, une voix pour désigner nos maîtres. Je ne sais pas si vous faites bien la différence. Et donc, ça c'est pour les objectifs. On n'en est pas encore aux institutions, mais les institutions n'ont de sens que pour satisfaire un objectif. Donc il faut garder en tête cet objectif, savoir pourquoi on fait un régime. On fait un régime pour éviter les abus de pouvoir en nous donnant à chacun une petite parcelle de la force politique de la cité. Et qu'est-ce qu'on va faire pour organiser cet amateurisme? Qu'est-ce qu'on va faire pour organiser cette rotation des charges? Eh bien, toujours au centre de la démocratie, pour atteindre ces 2-3 objectifs qui vont ensemble, les Athéniens ont mis en place la seule procédure qui soit capable d'atteindre ces objectifs correctement, qui est le tirage au sort des représentants. Il ne s'agit pas de tirer au sort ceux qui font les lois. Ceux qui votent les lois, ce sont les citoyens. Il s'agit de tirer au sort les représentants dont l'Assemblée ne peut pas se passer pour différentes tâches que l'Assemblée ne peut pas faire elle-même. Alors qu'est-ce que l'Assemblée ne peut pas faire elle-même? L'Assemblée ne peut pas peut-être préparer les lois. Parce que quand on est 6000 à l'Assemblée, si on commence à préparer les lois, c'est un désordre noir, c'est un capharnaüm. Donc on peut... Une assemblée de 6000 personnes ne peut pas rédiger les lois. Donc les Athéniens tiraient au sort un conseil qui préparait, en petit comité, un peu comme les commissions à l'Assemblée, qui préparait les lois. Autres représentants qui étaient tirés au sort, ceux qui exécutaient les lois de l'Assemblée. L'Assemblée écrit les lois, mais elle ne va pas les faire exécuter elle-même. L'Assemblée ne va pas battre la campagne pour exécuter les lois. Donc elle a besoin de représentants, c'est la police, pour appliquer ces lois. Et cette police était tirée au sort. Et puis les juges, ceux qui font appliquer la loi, qui interprètent la loi et la font appliquer dans les différents litiges, les juges étaient eux aussi tirés au sort. Donc en fait, tous les agents politiques de préparation ou d'exécution de l'Assemblée, tous
tous les agents qui étaient nécessaires parce que l'Assemblée ne pouvait pas le faire étaient tirés au sort. Tirés au sort, oui. Et tirés au sort parmi n'importe qui, oui, parmi n'importe qui. En fait, n'importe qui voulait. À Athènes, donc à Athènes, ils étaient entre 30 et 50 000 suivant les époques, parce qu'il y a eu ça a duré très longtemps, ça a duré 200 ans, hein, 200 ans de tirage au sort quotidien. Pendant 200 ans, la population a changé, mais en gros, il y avait quelques dizaines de milliers de personnes, et là-dessus, il y en avait 6 000 en gros qui se présentaient à l'Assemblée. Et le matin, sur ces 6 000 qui se présentaient à l'Assemblée, il y en avait 2 000 qui se présentaient comme candidats pour être tirés au sort. Donc le matin, il y avait une bonne partie de la matinée qui était consacrée au tirage au sort des différents représentants dont les gens avaient besoin. C'est tout à fait étonnant de voir. Alors il y a un autre livre que je vous conseille pour comprendre la réalité des procédures, le détail des procédures du fonctionnement d'Athènes. C'est un livre qui est passionnant à d'autres égards encore, qui s'appelle Le pouvoir au peuple de Yves Saint-Omer. Le pouvoir au peuple, il y a un sous-titre, vous allez voir, qui est très alléchant. Le pouvoir au peuple, jury citoyen, tirage au sort et démocratie participative. Dans la première partie de ce livre, Yves Saint-Omer décrit le détail, il décrit par le menu le détail des opérations de tirage au sort le matin sur le clérothérion. Le clérothérion, c'est la machine à tirer au sort. Et c'est intéressant de voir comme finalement c'était assez simple, mais c'était long parce qu'il y avait beaucoup de gens, et puis c'est pas grave parce que c'était très important pour eux. Et il me semble que c'est important pour nous de nous rendre compte que ça a existé bel et bien, que ça fonctionnait très bien, et ça donne de la chair en fait à cette idée. Et puis le reste du bouquin, je vous en parle pendant que je l'ai sous les yeux, le reste du bouquin de Saint-Omer fait une espèce de récapitulatif des expériences actuelles, modernes, de tirage au sort à travers le monde, et c'est enthousiasmant, c'est-à-dire que le tirage au sort n'est pas qu'une théorie, qu'une idée, c'est aussi des expériences. Le tirage au sort a tenté des milliers d'humains qui ont essayé avec un succès enthousiasmant, c'est-à-dire que quand on parlera des objections, de la soi-disant incompétence du peuple, des difficultés tout à fait montées en épingle par ceux qui ne veulent pas voir advenir le tirage au sort, mais les expériences concrètes de tirage au sort à travers le monde sont la preuve que ça marche très bien. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera des expériences. Et donc, les Athéniens ont appliqué quotidiennement le tirage au sort en tirant au sort parmi les volontaires. Alors, c'est un des filtres qui nous protège contre les craintes. Il y a plein de gens qui ont peur du tirage au sort en disant « et si on tire au sort des gens qui n'ont pas envie ?» Alors, les Athéniens avaient réglé le problème en tirant au sort parmi ceux qui avaient envie, donc ceux qui étaient prêts à le faire. Et on les payait un peu pour ça, c'est-à-dire qu'il y avait un peu, mais c'était pas beaucoup, hein, c'était une demi-journée d'ouvrier, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on tirait au sort parmi ceux qui avaient envie, ça veut dire qu'on filtrait ceux qui n'avaient pas envie. Donc ceux qui n'avaient pas envie ne pouvaient pas être tirés au sort. Il me semble qu'aujourd'hui, on pourrait réfléchir au moins, je ne suis pas sûr de ce qu'on déciderait, mais on pourrait réfléchir au fait de savoir si on tire au sort parmi les volontaires ou bien si on tire au sort parmi tout le monde, comme pour les jurés d'assises. Vous savez que les jurés d'assises sont tirés au sort, c'est-à-dire que les juges qui décident si on va laisser en prison, si on va envoyer quelqu'un en prison ou si on le remet en liberté, ces gens-là sont en France tirés au sort. Il y a un jury, les jurés d'assises sont tirés au sort. Et on ne leur demande pas leur avis, ils ne peuvent pas refuser. Pour la politique, c'est vrai que ça se présente un petit peu différemment. On a besoin qu'ils fassent de bonnes lois, on a besoin qu'ils se dévouent vraiment autant que possible. Et donc, si on a des volontaires, c'est vrai que ça se présente plutôt mieux. Mais en même temps, parmi les citoyens, je suis sûr que vous en connaissez autour de vous, il y a des gens qui ne recherchent absolument pas le pouvoir, qui seront jamais volontaires. Jamais. C'est pas leur truc du tout. Ils
ils ne poursuivent pas du tout le pouvoir. Et pourtant, ces gens-là seraient formidables au pouvoir. C'est des gens qui sont gentils, qui sont empathiques, qui sont réfléchis, qui sont calmes comme tout, des humains au-dessus de tout soupçon, et qui feraient de très bons représentants, mais qui ne seront jamais candidats. Et si on ne tire au sort que parmi les volontaires, on va les rater tout cela. Alors on pourrait faire autrement, on pourrait tirer au sort parmi tout le monde, donc y compris ces gens-là, et ils peuvent refuser. Voilà, ils peuvent refuser, celui qui ne veut pas, on ne va pas le forcer. Mais parce qu'il y a plein de gens, ces gens-là en général, enfin ceux que je connais, auxquels je pense, je vois bien que si le système fonctionnait comme ça, c'est-à-dire qu'on tire au sort parmi tout le monde, et puis on le fait, voilà, parce que pour que le système fonctionne, il faut le faire, voilà, donc on se dévoue pour le bien commun. Ben, ces gens-là, à qui ça ne vient pas à l'esprit de se porter candidat, ben ces gens-là, ils le feront, ils se dévoueront, ils le feront. Alors, ils ne le feront pas pendant 10 ans, ils le feront pendant 6 mois. Donc les mandats, c'est des mandats courts, ça peut être 1 mois, hein, ça peut être le tirage au sort du président d'Athènes, c'était tous les jours. Des mandats ultra courts, des mandats d'1 jour. C'est vous dire si ils étaient conscients de l'importance de la rotation des charges. Mais donc ça peut être des mandats courts, et donc ces gens qui se dévouent, ils ne se dévouent pas pour des périodes trop longues. Et donc je suis sûr que ça marcherait. Donc à Athènes, ça marchait sur le volontariat, mais il me semble que nous pourrions imaginer un tirage au sort parmi tout le monde, donc pas, volontaire ou pas volontaire, et en leur permettant de dire non, ce qui est une forme de volontariat, mais le mot volontariat est polysémique en français, il peut avoir plusieurs sens. Donc quand on dit « je vais tirer au sort parmi les candidats », ça va être des volontaires, les volontaires qui sont volontaires avant d'être nommés, on utilise le mot volontaire. Et quand on dit je vais tirer au sort parmi tout le monde, et ne vont être retenus que ceux qui ont bien voulu, qui ont accepté, on dira aussi volontaire. Et c'est pourtant pas du tout la même situation. Dans un cas, il y a des gens qui cherchaient le pouvoir, et dans l'autre, il y a des gens qui consentent au pouvoir. Et ces deux formes du mot volontaire qui sont quand même assez différentes et qu'on devrait distinguer quand on va réfléchir. Bon, je n'insiste pas plus. Là, il y avait plusieurs contrôles qui allaient avec le tirage au sort. Donc le volontariat était un des premiers contrôles, une des premières limitations qui faisait qu'on ne pouvait ne pas avoir peur. Et en fait, ce qu'il faut comprendre assez vite, c'est que quand on dit on va tirer au sort nos représentants, les gens ont peur, dans un premier temps, parce qu'ils imaginent qu'on va donner le même pouvoir que nous donnons aujourd'hui aux élus, c'est-à-dire tout le pouvoir et sans possibilité de les révoquer à des gens qui seraient tirés au sort. Alors là, quand les gens imaginent ça, ils ont évidemment très peur, mais il n'est absolument pas question de ça. C'est un malentendu, c'est parce qu'on n'a pas encore eu le temps de tout expliquer, mais quand on explique le fonctionnement d'une démocratie, le tirage au sort ne sert pas du tout à désigner des représentants qui vont avoir le pouvoir, et notamment le pouvoir d'écrire les lois. Il ne s'agit pas de ça. Les représentants auront très peu de pouvoir, très peu de temps et jamais 2 fois de suite. Le pouvoir d'écrire, le pouvoir de voter les lois, le pouvoir législatif, il n'est pas dans les mains des représentants, il est dans les mains du peuple, les gens qui veulent venir à l'Assemblée. Ils n'y sont pas tous, puisque à l'Assemblée, il y a... Donc je disais qu'il y avait une cité qui faisait entre 30 et 50 000 personnes, et à l'Assemblée, à l'Assemblée athénienne, il y en avait 6 000. Mais ce n'étaient pas toujours les mêmes. C'est ceux qui veulent venir. Quand ils savent que l'ordre du jour, c'est un sujet qui les intéresse, ils y vont. Et puis le lendemain, ça ne les intéresse pas, ils ne viennent pas. Et en fait, ce qui était important, c'est que tous ceux qui voulaient venir pouvaient venir. Et ça, c'est une vraie démocratie. C'est-à-dire que si ça vous intéresse, le sujet, si la création des lois vous intéresse, eh bien venez. Et ça pourrait très bien s'appliquer aujourd'hui. Imaginez que une des objections qui revient très vite souvent, c'est « mais attendez, Chouard, vous nous parlez d'un régime dans lequel il y avait 30 000 personnes, une petite cité antique, très peu nombreuse, et nous sommes aujourd'hui dans une situation, une société qui fait 40 millions de personnes si on parle de la France, ou 400 millions si on parle de l'Europe. Vous êtes complètement déconnant, on n'est pas à la même échelle, c'est pas transposable. » Je pense que c'est une erreur de dire ça parce que
nous avons déjà en France les subdivisions administratives, tout existe, il n'y a rien à créer, c'est déjà prêt. Les subdivisions administratives qui sont la commune, nous avons 36 000 communes, dont la taille est grosso modo, à quelque chose près, la taille de la cité grecque. Chaque commune tourne autour de 10, 20, 30, 40, 50 000 personnes. Et les exceptions ne posent pas de problème, on les réglera, on divisera une grosse commune en deux, on rapprochera deux toutes petites communes, bon, on réglera les problèmes. Mais nous avons déjà une subdivision en communes qui pourrait être l'échelle de mise en œuvre de la démocratie, dans laquelle, au lieu que ce soit des représentants qui décident à notre place au niveau communal, ce serait nous-mêmes. Imaginez, alors je vais pas dire un nom de village, mais vous prenez le nom de votre village, ou de votre quartier, de votre arrondissement, si vous êtes dans une grande ville. Vous prenez tel arrondissement de Paris. Cet arrondissement est doté d'un grand théâtre, d'un grand amphithéâtre couvert pour qu'on puisse se réunir à l'abri de la pluie, un grand amphithéâtre dans lequel tous les citoyens de l'arrondissement ou du village qui sont concernés par les lois se retrouvent, si ça les intéresse, pour discuter des lois, discuter et voter les lois. Quelle différence avec aujourd'hui? La seule différence, c'est que nous votons nous-mêmes pour les lois qui nous intéressent, pour les lois qui nous concernent, pour les lois auxquelles nous obéissons, au lieu que ce soit des représentants. Mais sur le plan du nombre, il n'y a pas vraiment de différence. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser au niveau régional, national, continental, mondial peut-être? L'idée ne me dérange pas si on part de la base et qu'on met en place les contrôles dont je vais vous parler tout à l'heure, parce que le tirage au sort va avec une dizaine de contrôles extrêmement... des contrôles sourcilleux, des contrôles sévères qui vont avec, hein, parce que les Athéniens n'étaient pas fous. Si on met en place une fédération de communes avec un contrôle à chaque niveau de la délégation des pouvoirs que font chacune des communes sur le niveau supérieur, ça me paraît tout à fait jouable. Le mécanisme de la fédération, il est archi connu à travers le monde. Il y a des tas de pays qui sont organisés en fédération. L'Allemagne est une fédération, les États-Unis sont une fédération, la Suisse est une fédération. Donc il y a des tas de pays qui vivent en fédération, c'est-à-dire avec une unité de base qui délègue une partie de son pouvoir à un niveau supérieur sous contrôle, avec une répartition des tâches suivant les domaines, parce qu'il y a des domaines qui ont besoin de la grande taille pour être réglés, et d'autres problèmes qui peuvent très bien se régler au niveau local. Et les Suisses tiennent comme à la prunelle de leurs yeux au principe de subsidiarité, qui est ce principe important que nous devrions connaître, suivant lequel nous décidons, nous citoyens, de traiter au niveau local tout ce que nous pouvons traiter au niveau local. Et subsidiarité, ça veut dire que nous ne déléguons au niveau supérieur que ce que nous ne pouvons pas faire autrement que déléguer au niveau supérieur. Et donc, il y a une discussion passionnante à avoir sur quels sont les sujets que je peux traiter au niveau local. Et il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, des lois qui s'appliquent au niveau local et auxquelles je pourrais, moi, citoyen, participer. Et quels sont les sujets sur lesquels, ce sont les représentants de mon assemblée communale directe, donc pas l'assemblée de mes représentants au niveau local. Au niveau local, ce serait nous directement. Et ensuite, il s'agit de savoir comment est-ce que chaque assemblée populaire locale va contrôler ses représentants dans les échelons, dans les instances supérieures de la fédération. C'est pas du tout impossible. Nous avons les circonscriptions communales, les découpages administratifs avec les rouages, les employés municipaux, tous les rouages existent. Il suffit de remplacer l'exercice, l'assemblée du conseil municipal élu par, non pas une assemblée tirée au sort, mais par les citoyens qui veulent venir. Les citoyens qui veulent se présenter sont admis. Tous ceux qui veulent venir peuvent être admis. Et puis vous avez radicalement bouleversé le système sans avoir finalement exposé à l'erreur, au chaos, à toutes sortes à toutes les plaies d'Égypte que nous promettent les parlementaires si nous nous privons de leur service. Alors, on reviendra peut-être sur la fédération à l'occasion d'ailleurs peut-être de vos questions, sur la fédération et sur la subsidiarité. Donc les Athéniens avaient mis en place ce tirage au sort pour
non pas pour déléguer leur pouvoir, non pas pour donner leur pouvoir à quelqu'un, à leur représentant, mais précisément au contraire pour se protéger des voleurs de pouvoir. Les Athéniens, après ces siècles de tyrannie, en avaient assez des voleurs de pouvoir, enfin c'est moi qui les appelle voleurs de pouvoir, c'est pas eux, hein, mais bon, ça parle bien quand même, hein. Les voleurs de pouvoir, c'est comme ça que je les appelle, ce sont des leaders, des gens qui ont envie de dominer, des gens qui ont envie c'est pas forcément mal d'ailleurs, hein, c'est des gens qui ont envie de s'occuper du bien commun, qui ont envie de se dévouer au bien commun. Ça peut être positif, hein, c'est pas forcément diabolique, hein, du tout. Enfin, c'est quand même des voleurs de pouvoir parce que même si c'est pour une bonne cause, même si c'est avec une bonne intention, ces gens-là, ces leaders, ces aspirants chefs, de fait, quand ils arrivent au pouvoir, se mettent à tout décider à la place des autres, et finalement, le résultat des courses, c'est qu'ils ont volé le pouvoir, enfin, c'est qu'ils ont pris le pouvoir aux autres, ils l'exercent à la place des autres. Et donc, ces voleurs de pouvoir, en fait, sont, je pense, une réalité, une loi, comme une loi physique, on en aura toujours, on a eu des voleurs de pouvoir depuis toujours, il y en aura pendant longtemps, très probablement. Et l'idée, c'est de trouver des mécanismes institutionnels qui protègent la multitude, qui protègent le plus grand nombre contre ces gens-là. Pas forcément pour leur interdire absolument le pouvoir, mais pour qu'ils ne le confisquent pas et qu'ils ne puissent pas abuser du pouvoir impunément. Et donc les Athéniens avaient mis en place ce tirage au sort de leurs représentants, sachant qu'il y a certains pouvoirs qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de déléguer, donc ils ont délégué ces pouvoirs-là, le pouvoir de police, le pouvoir de justice. Et ils avaient, comme vous, très peur de tirer au sort des abrutis, ou des méchants, des félons, des affreux, des malhonnêtes, des tricheurs, des voleurs. Les Athéniens n'étaient pas idéalistes, ils étaient réalistes, très pragmatiques. Ils ne considéraient pas du tout que un tel ou un tel était vertueux, plus vertueux que tel autre. Ils savaient que chacun d'entre eux pouvait être un voleur, un menteur, un tricheur, un salaud. Et prenant acte de cette imperfection quasiment inévitable, quasiment naturelle, prenant acte de ces imperfections, les Athéniens ont mis en place un système qui contrôle les représentants à tous les étages. Avant le mandat, pendant le mandat, à la fin du mandat, encore après le mandat, il y a plein d'institutions athéniennes, plus astucieuses les unes que les autres, qui permettaient au peuple de tenir en respect leurs représentants pour que ces représentants restent leurs serviteurs et jamais ne deviennent leurs maîtres. Oui, contrairement au système actuel, c'est tout le contraire. Voilà, l'élection repose sur ce mythe, c'est vous qui le dites, oui. Ce mythe que finalement, une fois qu'on est élu ou même une fois qu'on se présente à une élection, on est forcément quelqu'un de parfaitement vertueux oui, et qu'on est le meilleur. Voilà, on vote pour le meilleur, c'est ce qu'on dit. Ben oui. Alors qu'on voit que c'est souvent le pire qui est élu. Absolument. Depuis Platon, on sait qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le cherchent, qui le désirent. Donc ça fait longtemps qu'on le sait. Et l'élection consiste précisément à donner le pouvoir à ceux qui le souhaitent. Alors, il faut aussi distinguer quand même sur la candidature, entre la candidature à l'Assemblée d'Athènes pour les charges de représentation et la candidature aujourd'hui pour les charges de représentation parlementaire. Parce que c'est quand même le jour et la nuit. Aujourd'hui, quand un citoyen est candidat au poste de parlementaire dans la Ve République, il est candidat à un fromage exceptionnel sur la Terre. Il y a peu de situations qui soient aussi enviables sur Terre que la situation de député ou de sénateur ou de président de la République en France. Je veux dire, ces gens-là vont devenir extrêmement riches, ils vont devenir les stars du système, on va leur poser des questions, on va leur demander leur avis, ils vont pouvoir changer le monde, enfin vraiment, ils vont avoir un pouvoir considérable. Les raisons d'être candidat permettent de se méfier des volontaires en disant « Attendez, est-ce qu'on est sûr que ce volontaire est volontaire pour le bien commun ?» Alors qu'à Athènes, les volontaires dont je parlais, vous savez, au début, le matin, quand ils se présentaient, les 2000 qui se présentent pour être tirés au sort, ces gens-là se présentaient pour une véritable charge, un boulet, une galère. Il allait falloir faire un boulot pour la cité. Et c'était pas bien payé. C'était même
ils étaient reconnus comme rendant un service précieux, et les Athéniens savaient rendre les honneurs à ceux qui avaient bien servi la cité, parce que les humains marchent bien à ce moteur-là de la reconnaissance des autres. Mais ils étaient extrêmement surveillés, ils ne pouvaient pas s'enrichir, on ne pouvait pas s'enrichir en étant représentant à Athènes. C'était invraisemblable, impossible. Et donc, ce n'est pas du tout un fromage, c'était surtout des charges. Et donc, il fallait se dévouer. Quand on était volontaire, on se dévouait. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on est parlementaire aujourd'hui, évidemment. Il peut y avoir du dévouement, mais ce n'est pas du tout garanti. Le dévouement n'est pas du tout inévitable dans nos institutions. Donc, c'était une parenthèse sur le fait que normalement, il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui sont candidats, et pourtant, on peut le donner dans le cadre d'une démocratie directe à l'athénienne, parce que quand on donne ce pouvoir, entre guillemets, on en donne très peu, et on donne surtout des charges, des responsabilités, le risque d'être puni, et que donc les volontaires sont plutôt des héros, en l'occurrence, que des gredins potentiels. Alors, donc les Athéniens avaient peur de tirer au sort des incompétents, des affreux, des bons à rien. Et ils avaient mis en place donc non seulement ce premier filtre du volontariat, qui mettait à l'écart, donc qui permettait de tenir à l'écart les gens qui n'avaient pas envie de s'occuper de la démocratie. Et un deuxième filtre c'était un examen de passage qui s'appelait la docimasie. Je garde le mot parce qu'il y a des mots qui, je trouve, ont une poésie qui me plaît bien. La docimasie, l'iségoria, il y a des mots que j'aime bien, que je garde. Donc l'érotérion. Bon, on fait comme on veut, hein, on peut l'appeler autrement que docimasie. Mais en tout cas, la docimasie, c'était cet examen d'aptitude, pas de compétence, hein, d'aptitude. C'est-à-dire que ça permettait d'éviter et de tenir à l'écart du tirage au sort des fous. Ou des prisonniers, des gens qui avaient des criminels. Ils avaient d'autres critères qui étaient assez marrants, c'est qu'ils tenaient à l'écart du tirage au sort ceux qui s'occupaient mal de leurs parents âgés. C'est marrant. Donc celui qui s'occupait mal de ses parents ne pouvait pas être tiré au sort. En tout cas, il faudrait que nous réfléchissions, nous, aujourd'hui, à quels sont les critères que nous pourrions retenir à l'époque moderne pour retenir des gens qui pourraient être tirés au sort pour être les représentants, sachant que les représentants, ça va être ceux qui préparent le travail de l'Assemblée, ça va être les policiers, ça va être les juges, ça va être une bonne partie des administrateurs qui permettent à l'Assemblée de travailler. Qu'est-ce qu'on met comme permis de représenter? Qu'est-ce qu'on met dans un examen de passage? Ça vaut le coup d'y réfléchir. Vous pouvez y réfléchir de votre côté, c'est une réflexion intéressante. En tout cas, il y avait une docimasie à Athènes qui faisait que ne pouvait... Alors, je répète, pas de compétences, puisque les Athéniens postulaient l'égalité politique et que tous prétendaient, et ça s'appliquait dans les faits, pouvoir participer à l'élaboration des lois de façon égalitaire. Il y avait une troisième protection avant le mandat, donc volontariat et docimasie étaient des protections avant le mandat de représentation des tirés au sort. Et cette troisième protection, c'était l'ostracisme. L'ostracisme qui était un mot très positif à l'époque alors que c'est devenu un mot péjoratif. L'ostracisme aujourd'hui, c'est discriminer quelqu'un, c'est le mettre à l'écart, sous-entendu de façon injuste, sous-entendu de façon contestable. À l'époque, c'était pas ça. À l'époque d'Athènes, l'ostracisme c'était une procédure qui consistait à mettre à l'écart de la politique des citoyens considérés comme dangereux par les autres. Les citoyens cherchaient à Athènes, les citoyens cherchaient la concorde, ils cherchaient à établir une société pacifiée. Et pour atteindre cet objectif, ils sentaient bien qu'il ne fallait pas qu'il y ait de citoyens haïs, détestés. Et donc, quand un citoyen était détesté, il y avait une procédure qui permettait de le mettre à l'écart, mais sans violence. Hein. On le mettait à l'écart de la vie politique, il était mis au banc pendant 10 ans, il gardait ses biens, on ne le tuait pas, il n'était même pas déshonoré, il était juste mis à l'écart pendant 10 ans, et comme de très nombreux autres êtres humains, il n'était plus citoyen pendant cette période. Et ça s'appelle ostracisme parce la procédure consistait à permettre aux citoyens de l'Assemblée de graver sur un ostraconte, un petit bout de céramique, de graver le nom d'un personnage redouté. Et ensuite, on comptait les noms. Et celui qui était nommé le plus de fois était ostracisé. Donc l'ostracisme était une façon de mettre à l'écart de la vie politique quelqu'un dont on avait peur.
quelque chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, et qui était une protection. Et ça pouvait être quelqu'un qui, par exemple, parlait trop bien. Voilà, ça pouvait être quelqu'un de très séduisant, c'est-à-dire que les Athéniens, tout à fait conscients du risque de démagogie, euh, euh, vraiment conscients de ça, ils avaient en fait comme ils pratiquaient la politique beaucoup plus que nous, comme les institutions étaient ouvertes et leur laissaient une place, ces gens-là faisaient beaucoup plus de politique que nous, non pas parce qu'ils étaient morphologiquement différents de nous, c'était exactement les mêmes que nous, non pas parce qu'ils étaient plus intelligents ou moins intelligents ou autrement intelligents que nous, c'était les mêmes, hein, quand on les voit vivre, on voit bien toutes les parentés. Non, ils étaient plus politiquement actifs parce que les institutions leur donnaient de la place. Et les humains sont un animal politique, pour peu, bien sûr, que les institutions vaillent la peine. Si les institutions sont fermées, qu'on ne me laisse aucune perspective, que si je me donne du mal, ça ne changera rien, que toutes les portes institutionnelles sont fermées, bah, je ne vais pas me donner de mal, je vais regarder la télé en faisant rien, et je vais être le citoyen passif que tout le monde déplore, alors que je pense que cette passivité vient pour une large part, pas seulement, je sais bien qu'à Athènes, il y avait aussi des citoyens passifs, mais il y en avait moins. Je pense que les institutions fermées rendent les citoyens passifs, et au contraire, des institutions ouvertes, laissant le champ aux citoyens, appelant à la vie des citoyens, permettant aux citoyens de résister, s'ils l'estiment nécessaire, ces institutions ouvertes rendent les citoyens actifs. Et voilà. Donc pour se protéger donc de ces trois, avant le mandat, ils avaient ces trois procédures qui étaient le volontariat, la docimasie et l'ostracisme. Mais c'était pas tout. Ils avaient peur d'être tirés au sort, je rappelle, et ils savaient bien que après avoir tiré au sort, ils pouvaient s'apercevoir que tel bonhomme qui a été tiré au sort ne fait pas bien son boulot, ou le fait vraiment comme un affreux, ou triche et prend dans la caisse, ou que sais-je encore. Et ils avaient comme institution la révocabilité. En cours de mandat, à tout moment, l'Assemblée pouvait révoquer un représentant. Je rappelle que les représentants ne sont pas ceux qui écrivent les lois à Athènes, hein, ce sont simplement ceux qui font la police, la justice, ceux qui mènent à bien les tâches que l'Assemblée ne peut pas mener. Mais même ça, l'Assemblée se gardait, même ses représentants réduits, hein, affaiblis, l'Assemblée se gardait le droit de les révoquer à tout moment. Et puis à la fin du mandat, les représentants rendaient les comptes. Et cette procédure de reddition des comptes, c'était pas du tout de la rigolade. On n'imagine pas aujourd'hui. On est tellement à 1000 lieues de ça que c'est une surprise. C'est vraiment très étonnant de comprendre au quotidien comment fonctionnait à Athènes, parce que ça n'a rigoureusement rien à voir avec ce que nous vivons sous l'étiquette fallacieuse de démocratie. À Athènes, dans une vraie démocratie, à la fin des mandats, les représentants rendaient des comptes. Et la reddition des comptes se faisait devant d'autres tirés au sort. Mais des tirés au sort qui étaient 200. Donc ils faisaient un groupe de citoyens de 200 personnes tirées au sort, chargés d'examiner le bilan d'un tiré au sort, qui, à la fin de son mandat, rendait des comptes. Et ça pouvait durer, parfois, ça dépendait de la complexité, bien sûr, et de l'importance du mandat, mais ça pouvait durer 1 an, la reddition des comptes. Et à la fin, il pouvait tuer le gars. Bon, je dis pas qu'il faudrait, évidemment, je dis pas qu'il faudrait faire la même chose aujourd'hui, mais je veux dire, il pouvait y avoir des punitions très sévères. Mais il n'y avait pas besoin de les appliquer, ces punitions sévères, parce que, sachant qu'il y avait ce risque de punition, les représentants étaient vertueux. Et ils n'étaient pas vertueux parce qu'ils étaient élus, et donc présumés vertueux avec une conscience mystificatrice ou une confiance crédule. Non, ils étaient vertueux parce qu'ils étaient poussés à la vertu par des institutions farcies de contrôle qui faisaient que si tu n'étais pas vertueux, tu étais puni. Et c'est très différent, ça, de notre système actuel. Notre système actuel ne comporte aucun contrôle digne de ce nom. Rien. Il n'y a pas de contrôle digne de ce nom. Nous ne pouvons pas reprendre la main sur nos élus, nos représentants. Mais il y a même des formes d'immunité pour les parlementaires, absolument. pour le président. Oui, même quand ils ont volé dans la caisse, quand ils nous ont menti sur tous les registres. Enfin, c'est incroyable. Bon, moi, à la maison, j'ai milliers de livres, hein, donc j'ai beaucoup de livres, et là-dessus j'en ai 40, 45 sur la corruption. La corruption des élus
à travers le monde, à travers les époques. C'est extrêmement documenté. J'en ai 45, j'en ai bien plus, évidemment. Mais j'ai déjà beaucoup bossé sur le sujet de la corruption. Il ne faut pas me raconter que dire tous pourris, c'est populiste. Je dis pas, moi en plus, je dis même pas tous pourris. Je sais très bien qu'il y a des tas d'élus qui sont vertueux, mais très vertueux, dévoués à un degré exemplaire. C'est-à-dire que ces gens, on devrait leur faire des élus à qui on devrait dresser des statuts. Donc je dis pas du tout, mais pas du tout, que tous les élus sont pourris. Je dis pas ça. Ce que je dis, c'est que l'élection, le mécanisme de l'élection est corrupteur. C'est-à-dire que par construction, parce qu'on a décidé de donner le pouvoir à des gens sur un programme, sur ce qu'ils vont nous dire, sur ce qu'ils vont nous promettre, ça pousse mécaniquement à la promesse exagérée, ça pousse au mensonge. Et ça pousse les forces économiques qui veulent prendre le contrôle de ces élus, ça les pousse à acheter l'élection en finançant la campagne électorale ou avec une corruption encore plus active, mais ça pousse les acteurs économiques à essayer de circonvenir les élus pour les mettre à leur service. Et donc, c'est ça que je dis. Je dis que l'élection est corruptrice et que ça marche. Il y a beaucoup d'élus corrompus. Mais je ne dis pas qu'ils sont tous pourris, pas du tout. Je sais bien qu'il y en a qui ne sont pas pourris. Et donc, la révocabilité était la possibilité, je reviens à mes institutions protectrices qui font que le tirage au sort n'est pas si dangereux que ça, parce qu'il est bien plus protégé, bien plus bordé que ne l'est l'élection, qui ne nous protège en rien. Là, il y a encore d'autres protections, j'ai pas fini. Donc, il y a la reddition des comptes qui peut être suivie de punitions très sévères ou de récompenses très généreuses, notamment en honneur et pas tellement en argent. La reddition des comptes était un contrôle qui allait avec le tirage au sort. Donc quand vous pensez tirage au sort, il faut penser en même temps révocabilité, reddition des comptes. Ça va avec. On n'est pas obligé de le faire bêtement, de faire que tirage au sort. Donc, il n'est pas question de remplacer aujourd'hui l'élection par tirage au sort. C'est pas ça dont il est question. C'est un autre système. La démocratie, c'est autre chose que notre système qui consiste à garder pour nous le pouvoir en ne donnant qu'une toute petite partie de pouvoir pour ce qu'on ne peut pas faire autrement que déléguer, en donnant une toute petite partie de pouvoir, pas longtemps, et jamais 2 fois de suite, à des gens dont on tient mordicus à ce qu'ils ne deviennent jamais nos maîtres. Donc c'est tout un système qui doit changer, mais qui pourrait très bien se mouler dans nos institutions actuelles. La commune, je disais, la fédération, tous ces mécanismes sont connus, existent déjà, sont déjà bien rodés, et il suffit d'une volonté politique. Mais ce que je dis, c'est que les élus jamais n'auront cette volonté politique. Les élus ont un intérêt majeur et personnel à ne jamais instituer une démocratie. Un élu qui instituerait la démocratie, une vraie, donc le peuple qui décide ses lois lui-même, un député qui ferait ça se ferait harakiri, il se mettrait au chômage. Donc je ne lui en veux pas. C'est normal qu'il ne veuille pas de la démocratie. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il prétende être démocrate, parce que ça, c'est du foutage de gueule, c'est de l'escroquerie. Mais c'est normal qu'un député ne veuille pas de la démocratie, puisqu'il se dit non, j'ai une idée du monde meilleur qu'il nous faut, et je vais m'occuper moi du monde meilleur. Ils m'ont élu pour faire le monde meilleur, et donc je vais faire moi le monde meilleur. C'est normal que ce gars-là, et je ne dis pas que c'est une crapule, je dis que c'est normal qu'il ne veuille pas la démocratie. Mais c'est juste pas à lui d'écrire la Constitution, savoir si on va avoir une démocratie, pas une démocratie, c'est à d'autres. Parce que c'est sûr que si on laisse les élus décider du choix, alors est-ce qu'on fait une démocratie ou pas une démocratie? C'est sûr que l'élu, il nous fera jamais une démocratie. Jamais, jamais, jamais. Donc, nous devrions en parler entre nous, entre simples citoyens qui n'avons pas le pouvoir, qui ne voulons pas le pouvoir, et qui ne voulons pas, par contre, même si on consent à ce que d'autres aient le pouvoir, c'est à nous. C'est à nous de faire attention à qui écrit la Constitution pour que ce ne soit pas les hommes au pouvoir qui écrivent eux-mêmes la Constitution. Dernier contrôle qui allait avec le tirage au sort, c'était la mise en accusation de personnes ou de l'Assemblée elle-même, donc qui s'appelait le Graphe Paranomon et les Angéli, qui étaient 2 procédures qui, après coup, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils pouvaient se tromper, les Athéniens. Ils savaient que même l'Assemblée souveraine du peuple pouvait se tromper, et ils avaient des procédures qui permettaient de revenir en arrière, qui permettaient de remettre en cause, de dire mais non, on s'est trompé, regardez ce gars-là qui nous a entraînés. On pouvait punir le gars qui avait circonvenu, qui avait entraîné l'Assemblée à prendre une décision de guerre ou une décision d'investissement ou une décision de ceci ou une décision de cela, qu'il avait entraîné sur une mauvaise décision qui finalement avait desservi la cité. On pouvait
après coup, c'est vous dire le niveau de responsabilité. Je veux dire, quand on proposait quelque chose à Athènes, on prenait un vrai risque d'être puni si on ne servait pas le bien commun. Donc c'est majeur comme différence. Et après ça, je reviendrai à vos questions, mais il y a une observation de fait, une conséquence de fait absolument décisive, déterminante, cardinale dans l'observation des conséquences de la démocratie, c'est ce que j'appelle la désynchronisation entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Le résultat de 200 ans de démocratie à Athènes, écoutez bien parce que vous allez voir comme c'est utile, mais pas utile, précieux, mais pas précieux, indispensable pour aujourd'hui. Vous allez voir. Pendant 200 ans à Athènes, c'est très long 200 ans. 200 ans, c'est le même temps que ce que nous avons testé l'élection depuis 1789. Donc ça fait un bail. Hein. Donc pendant 200 ans à Athènes, 5e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ, 200 ans de tirage au sort quotidien. Pendant 200 ans, jamais les riches n'ont gouverné. Il y avait des riches et des pauvres à Athènes, bien sûr. Il y avait des riches et des pauvres. Il y avait beaucoup plus de pauvres que de riches. Et tout le monde se réunissait à l'Assemblée. Mais quand tout le monde se réunit à l'Assemblée, il y a beaucoup plus de riches, il y a beaucoup plus de pauvres que de riches. Et donc, quand il s'agit de voter les lois, ce sont les pauvres qui emportent la décision. Et ça a fonctionné pendant 200 ans. C'est-à-dire que pendant 200 ans, ce sont les pauvres qui ont dirigé, et les riches restaient riches. Les pauvres n'ont pas volé les riches. Les pauvres, ils avaient le pouvoir de le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas du tout volé les riches. Et les riches n'étaient pas malheureux, ils vivaient bien leur vie de riche. Je peux vous dire qu'ils vivaient plus confortablement que les pauvres. Simplement, les riches n'avaient pas, en plus de leur richesse, ils n'avaient pas en plus le pouvoir politique. Il y avait un découplage entre la richesse politique et la richesse économique. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est historique dans l'histoire des hommes, mais c'est très important. Il y a que cette période-là où on observe ce décrochage entre la puissance politique et la puissance économique. Depuis, avec tout le règne féodal et tout le règne de la monarchie absolue, la richesse et le pouvoir se sont réacoquinés, se sont resynchronisés, et finalement, ceux qui avaient le pouvoir étaient toujours des gens plus ou moins riches. Et depuis 200 ans, je vais vous décrire maintenant la situation absolument inverse qui est la nôtre. Depuis 200 ans que nous pratiquons le gouvernement représentatif, il ne faut surtout pas appeler ça démocratie évidemment, depuis 200 ans que nous pratiquons le gouvernement représentatif où nous désignons des maîtres par le faux suffrage universel qui est l'élection d'élus irresponsables à l'Assemblée nationale et au Sénat, depuis 200 ans que nous pratiquons donc le gouvernement représentatif, ce ne sont jamais les pauvres qui dirigent. Jamais. Jamais, 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 jamais. Même quand Blum est élu, même le Front populaire, Blum avait promis au comité des forges et au gouverneur de la Banque de France, donc il avait promis au MEDEF de l'époque, de ne pas monter les salaires. L'élu de gauche avait promis de ne pas monter les salaires. Donc ce n'est pas l'élection qui nous a apporté les 40 heures, la semaine de 40 heures, les congés payés, les avancées sociales de 1936, nous ne les devons absolument pas à l'élection. Nous les devons au fait que nous sommes descendus des millions dans la rue. Donc, pendant 200 ans d'élection, ce sont les riches qui ont dirigé tout le temps. Historique, c'est absolument inédit dans l'histoire des hommes. Les riches n'avaient pas, je parle des riches, des ultra riches, hein, nous sommes tous riches par rapport à des gens plus pauvres que nous. Il ne faut pas prendre riche au sens strict. Je pense, quand je dis riche, c'est pour ne pas dire ultra riche, c'est ultra privilégié, ce sont les grands privilégiés. Avant 1789, donc avant cette période de 200 ans qui a totalement synchronisé le pouvoir économique et le pouvoir politique au point qu'aujourd'hui ce sont les banques qui dirigent. Ce sont les banques. Si vous ne le voyez pas, vous êtes aveugle. Hein. Donc, avant cette période, donc avant 1789, bon, je ne parle pas d'Athènes où bien sûr, c'était carrément le contraire, c'était les pauvres qui dirigeaient pendant 200 ans. Mais pendant la période intermédiaire, pendant les 2000 ans qu'il y a eu entre les deux, les riches existaient. Les riches, c'était les marchands d'abord, et puis les plus riches des marchands, c'était les marchands d'argent, donc les banquiers. Et ces gens-là étaient
très riches, ils avaient de l'influence, bien sûr, ils avaient beaucoup d'influence, mais ils n'avaient pas 100% du pouvoir politique, pas du tout. Ils devaient partager avec les rois, qui pouvaient les foutre en prison du jour au lendemain, ils pouvaient partager avec les nobles, il fallait partager avec le clergé, qui était très puissant. Donc les très riches, là, ils n'avaient pas du tout le pouvoir. D'ailleurs, ils en avaient même beaucoup trop peu à leur goût. Et c'est pour ça qu'ils ont fomenté les guerres des farines, les guerres du blé, pour affamer les citoyens, pour que les citoyens se débarrassent de leurs maîtres de l'époque, qui étaient donc les princes, les nobles et le clergé, laissant la place aux commerçants et aux banquiers. Et donc, il me semble, moi, ce que j'observe, c'est que ces 200 dernières années ont été, grâce au gouvernement représentatif, grâce du point de vue des banquiers ou des commerces ou des industriels, mais à cause du gouvernement représentatif de notre point de vue, à cause du gouvernement représentatif et de ce mécanisme de l'élection qui est en fait un faux suffrage universel, c'est carrément le capitalisme qui a été rendu possible. C'est-à-dire ce droit injuste où les propriétaires ont absolument tous les droits sur les non-propriétaires, 100% du pouvoir politique. Le gars qui est propriétaire des moyens de production, le droit capitaliste injuste qui est né pendant ces 200 ans, ce droit-là donne aux propriétaires des moyens de production 100% du pouvoir politique de la collectivité qui est une entreprise. C'est ça le capitalisme. Le capitalisme, c'est l'abus de pouvoir des propriétaires par rapport aux non-propriétaires. Je ne suis pas contre le droit de propriété. Je dis juste que le droit de propriété ne devrait pas se transformer en droit féodal qui donne tous les droits. Et finalement, ce droit injuste qui donne trop de pouvoir aux propriétaires, il est rendu possible parce que le gouvernement représentatif donne 100% du pouvoir politique aux ultra-riches. Il faut se rendre compte de ça, que c'est inédit dans l'histoire des hommes. Dans l'histoire des hommes, les ultra-riches n'avaient pas ce pouvoir politique. Ils avaient toujours des contre-pouvoirs. Or, là, avec le gouvernement représentatif, qu'il ne faut pas appeler démocratie, avec le gouvernement représentatif, ça s'est pas fait tout de suite. Goldman Sachs, les banques n'ont pas eu tout de suite 100% du pouvoir politique dès 1789. Il a fallu progressivement se débarrasser des contre-pouvoirs et des résistances populaires qui n'ont pas manqué de se faire jour au fur et à mesure de la mise en place du droit capitaliste. Évidemment, les gens ne se sont pas laissés faire. Mais les outils de contrôle social sont de plus en plus serrés, de plus en plus sophistiqués, de plus en plus scientifiques, de plus en plus difficiles on y résiste de plus en plus difficilement. Et finalement, aujourd'hui, on voit que les industriels et les banquiers notamment, mais en fait c'est les banquiers, puisque même les plus grandes industries maintenant appartiennent aux banquiers. Crise après crise, les banquiers rachètent les entreprises et les multinationales. Et finalement, mais c'était dans le génome, je pense, de l'élection. C'est-à-dire que l'élection de maître qu'avait voulu Sieyès en France et Madison aux États-Unis, je pense qu'elle portait dans son génome ce ferment de concentration du pouvoir, de capacité à corrompre par le financement de la campagne électorale, cette capacité d'endettement des élus envers ceux qui ont financé leur campagne électorale. Et dans son génome, l'élection, c'est-à-dire le faux suffrage universel, portait dans sa mécanique par construction, après quelques dizaines et après 200 ans, la confiscation totale du pouvoir politique par ceux qui avaient déjà tout le pouvoir économique. Donc il y a une concentration inédite dans l'histoire des hommes de tout le pouvoir économique et tout le pouvoir politique par une oligarchie extrêmement puissante. Et je ne vois pas aujourd'hui comment on pourra s'en sortir sans le tirage au sort. C'est-à-dire que si vous restez dans l'élection, si vous continuez à défendre ce qui est l'outil qui a permis aux riches de prendre 100% du pouvoir politique, si nous, les pauvres, nous restons les plus fervents défenseurs de notre principal outil d'oppression, mais on ne peut pas en sortir, quoi. Je veux dire, mais il faut s'en prendre à nous-mêmes. Arrêtons de défendre le faux suffrage universel. Défendons à la place le vrai suffrage universel qui serait dans les communes, la possibilité qui serait donnée aux citoyens parce qu'ils l'instituent, le vrai suffrage universel, loi par loi, des citoyens directement. Démocratie directe, c'est un pléonasme, on dit deux fois la même chose. Et démocratie représentative, c'est un oxymore, on dit une chose et son contraire. Donc on se fout du monde.
Bien, je pense qu'on va ouvrir le standard là-dessus, avec les questions des auditeurs. Quand on me donne la parole, c'est un tunnel. Hein. Je suis intarissable. Je vous demande pardon, c'est trop long. Bah non, c'est excellent, c'est excellent. Après ce brillant exposé donc d'Étienne Chouard, eh bien vos questions en direct à l'antenne au 08 92 Alors, tes 23 questions. 95 20. 08 92 23 95 20. Donc pour vos questions ou aussi des oppositions peut-être ou Ah des, oui, oui, des- bien des- sûr. des points de détail qui ont mal été compris. Voilà, c'est pour vraiment discuter de ce sujet-là et faire vivre aussi. On va faire de la politique pour de vrai, pour Voilà. une fois, à l'antenne de Radio Ici et Maintenant. On va faire une très courte pause musicale, le temps de prendre vos appels et on se retrouve dans un instant. Voilà, le temps de boire un café aussi. Voilà. À tout de suite. Je vous rappelle le numéro du standard 08 92 23 95 20.